Une mère peut-elle sourire en racontant la disparition de sa propre fille pendant que le corps de cette dernière repose déjà à 100 mètres de la maison, enterré sous des ordures? C'est exactement ce qui s'est produit au Kazakhstan, et ce n'est que le début d'une histoire qui va vous glacer le sang jusqu'à la dernière seconde. Avant d'aller plus loin, un like sur cette vidéo m'aide énormément à faire connaître ces affaires qui méritent d'être racontées, alors, si le cœur vous en dit, c'est le moment. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, ce sont deux affaires distinctes, séparées par des décennies et des milliers de kilomètres, mais reliées par un même vertige. Celui de découvrir que le danger, parfois, ne vient pas de l'extérieur, mais du foyer lui-même. Gardez cette question en tête pendant tout le récit. Comment des centaines de personnes, des chiens policiers et des dizaines de véhicules peuvent-ils chercher un enfant à des kilomètres, alors que la vérité se trouve juste sous leurs pieds? Tout commence le 17 novembre 2023, dans le petit village de Beskauga, dans la région de Pavlodar, au Kazakhstan. Un hameau si modeste qu'il ne compte qu'une poignée de maisons, isolé à plus de 60 km de la première grande ville. Ce soir-là, vers 21h15, une fillette de 7 ans disparaît. Elle s'appelle Milana Davidova. En quelques heures, son absence va mobiliser tout un pays. Mais revenons quelques heures plus tôt. Vers 16h, sa mère, Tatiana, 39 ans, devait conduire ses enfants voir leur père, employé dans une exploitation agricole voisine. Milana, elle, refuse. Elle pique une crise et quitte la maison sans un mot, en pleine mi-novembre, chaussée de simples baskets roses. Ce détail, en apparence anodin, va devenir capital plus tard. Car aucun parent sain d'esprit ne regarde son enfant s'enfuir dans le froid sans réagir. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. L'alerte est donnée le soir même. En quelques heures, plus de 400 personnes se mobilisent, policiers, pompiers, maîtres chiens, volontaires venus de villages entiers. 39 véhicules quadrillent la steppe environnante, jour et nuit. Un avis de recherche est diffusé dans toutes les régions voisines. On imagine d'abord une fugue, une enfant perdue dans l'immensité kazakh. Puis, très vite, une autre hypothèse s'impose dans l'esprit des parents eux-mêmes. Et si elle avait été enlevée? Le père évoque un véhicule suspect aperçu dans le village juste avant la disparition. Mais les bénévoles, eux, ressentent un malaise bien plus profond. Un malaise qui ne concerne pas un inconnu au volant d'une voiture, mais la propre mère de l'enfant. Car voilà ce que personne n'ose dire tout haut au début. Tatiana ne participe presque pas aux recherches. Interrogée sur son état, elle répond simplement qu'elle est fatiguée par les auditions. Quand on lui demande ce qu'elle ressent, elle lâche cette phrase glaçante. Ce n'est rien de grave, elle reviendra demain matin. Une mère qui vient de perdre son enfant dans la nature, en plein hiver, et qui reste de marbre. Mais ce n'est pas le plus troublant. Les enquêteurs découvrent l'envers du décor familial. Le père, Alexandre, ancien alcoolique reconverti en éleveur de bétail dans un village à 15 km, semble avoir tourné une page difficile. Mais chez lui, à la maison, c'est une autre réalité. Pas de meubles corrects, pas de table pour manger ou faire les devoirs. De la vaisselle sale, entassée partout, du linge jamais lavé depuis des années. Les 3 enfants du couple, dont Milana, l'aînée du milieu, grandissent dans une négligence chronique. Sur leurs actes de naissance, la case du père reste vide, un tour de passe-passe administratif destiné à toucher davantage d'aide sociale, alors qu'Alexandre est bel et bien leur père biologique. Dans le village, tout le monde connaît la réputation de Tatiana. Là où il y a de l'alcool, on la trouve. Elle disparaît régulièrement, laisse ses enfants à ses propres parents sans même les prévenir. Et on la voit fréquemment en compagnie d'hommes différents pendant que son mari travaille au loin. Mais malgré ces signaux, aucune plainte n'a jamais été déposée auprès des services sociaux. Trop de familles similaires dans la région. Plus de 300 foyers jugés à risque rien que dans cette zone. Alors, on ferme les yeux. Et c'est là que tout bascule. D'abord, il y a les vêtements. Dans l'avis de recherche initiale, Tatiana décrit une veste noire. Puis, elle change pour du jaune. Les chaussures deviennent des bottes, puis des baskets roses. Une mère qui ne sait plus habiller sa propre fille disparue
Quelques heures plus tôt, ça interroge. Ensuite, il y a cette scène surréaliste où elle affirme, avec le sourire, que la photo la plus récente de sa fille est une photo scolaire, puisqu'elle ne possède même pas de téléphone pour la prendre en photo elle-même. Mais le détail qui fait tout basculer, c'est un cri. Celui de la belle-sœur de Tatiana, hors d'elle, hurlant en pleine crise de nerfs « Qu'as-tu fait à Milana ?» 48 heures après la disparition, dans la soirée du 19 novembre, alors que des dizaines de personnes ratissent encore la steppe à des kilomètres à la ronde, le corps de la fillette est retrouvé. À 100 mètres de la maison familiale, enterré sous un tas de détritus, près d'une vieille citerne métallique entourée de foin, de bidons, de ferraille et de cendres. Un décor si chaotique que même les chiens policiers n'avaient rien détecté. Tatiana est arrêtée. Et là, tout se met à parler. Ce qui s'est réellement produit ce jour-là dépasse l'imaginable. Vers 14 heures, Milana rentre plus tôt que prévu de l'école. Elle surprend sa mère dans une situation intime avec un homme du village, un voisin. Choquée, l'enfant menace de tout révéler à son père. Tatiana se relève brusquement, s'enveloppe dans une couverture et se met à frapper sa fille de 7 ans au visage, à main nue d'abord, puis avec une ceinture. Les coups sont d'une telle violence que la petite perd connaissance. L'homme, lui, se joint alors au coup sur le corps inerte de l'enfant. Tatiana lui tend ensuite sa propre ceinture, qu'il utilise pour l'étrangler. L'autopsie révélera pourtant que Milana était déjà morte des suites des coups, avant même la strangulation. Reste un problème. Où cacher le corps? D'abord, il l'enterre dans le potager familial, là où poussaient les pommes de terre l'été précédent. Puis, prenant peur que cet endroit soit le premier fouillé, il déterre le cadavre et le déplace sous la citerne, recouvert d'ordures. 8 heures plus tard, Tatiana se rend au commissariat pour signaler la disparition de sa fille, inventant de toutes pièces l'histoire d'une fugue. Milana n'aura jamais atteint ses 8 ans, il lui manquait tout juste 1 mois. Le procès s'ouvre quelques mois plus tard. Les expertises psychiatriques concluent que ni la mère ni son complice ne souffrent de troubles mentaux. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Le frère de 9 ans de Milana, témoin de la scène, livre un témoignage glaçant devant le tribunal, décrivant les coups, l'étranglement et la menace proférée contre lui s'il osait parler. Le 16 juillet 2024, la cour de Pavlodar rend son verdict, 20 ans de prison pour Tatiana, la perpétuité pour son complice. Des peines maximales portées par l'ampleur du scandale national. En apprenant sa condamnation, l'homme se blesse avec la fermeture éclair de son survêtement, une tentative sans gravité. Les 2 condamnés feront appel, en vain. L'affaire provoque un séisme au Kazakhstan. 3 fonctionnaires locaux perdent leur poste. On apprend que la famille était connue de tous les services concernés sans qu'aucune mesure concrète n'ait jamais été prise. Le jour de l'enterrement de Milana, plus de 1000 personnes se déplacent. Pendant des heures, des inconnus déposent des centaines de jouets, de bonbons et de fleurs devant son petit cercueil. Son frère racontera plus tard qu'elle rêvait d'une peluche, une licorne rose capable d'exaucer les vœux. Elle n'en aura jamais possédé une seule de son vivant. Et si vous pensez que cette histoire est un cas isolé, attendez de découvrir ce qui s'est déroulé plusieurs décennies plus tôt, à des milliers de kilomètres de là, dans une petite ville russe où un tueur en série allait semer la terreur, avec, cette fois, une empreinte de chaussure bien trop petite pour appartenir à un adulte. Printemps 1987, région de Koursk, ville de Koursk atomique, un peu moins de 40 000 habitants. Un dimanche, des habitants partent cueillir des perce-neige dans un bosquet en périphérie. L'un d'eux remarque une petite veste d'enfant abandonnée sous un buisson. En se penchant pour l'examiner, il découvre bien pire. Le corps d'un petit garçon, un bouquet de fleurs fraîchement cueillies encore serré dans sa main. La police arrive rapidement et fait une découverte tout aussi terrible, non loin de là. Un second corps, celui d'un autre garçon. Les 2 enfants, âgés d'environ 5 et 7 ans,
ont été étranglés. Pour cette petite ville tranquille, c'est un choc absolu. Les autorités affluent de tous les échelons. À première vue, l'explication semble simple. 2 frères partis chercher des fleurs au printemps, tombés sur un tueur dans les bois. Mais personne n'a signalé leur disparition. Les enquêteurs contactent les écoles et les crèches de la ville, jusqu'à ce qu'un jardin d'enfants signale l'absence, depuis 2 jours, d'un petit garçon de 5 ans. Quand l'institutrice découvre la photo du corps, elle manque de s'évanouir. C'est bien l'enfant manquant. Et il a un grand frère, scolarisé en primaire. La mère des garçons, Elena, enceinte de son 3e enfant, se présente elle-même au commissariat avant même d'être recherchée. Elle affirme penser que ses fils passaient le week-end chez leur père, sans jamais s'inquiéter jusqu'à l'appel de l'école. Sauf que les enfants ne sont jamais arrivés chez leur père. Effondrée, Elena doit être prise en charge par les secours, incapable de fournir davantage de détails. Les enquêteurs se retrouvent alors face à un mur. Comment un prédateur a-t-il pu surgir dans une ville aussi petite sans que personne ne le remarque? On s'intéresse d'abord logiquement à la mère elle-même. Native de la ville, mariée très jeune, juste après le lycée, dans une union qui tourne rapidement au cauchemar, un mari alcoolique et violent. Elena espère que la naissance de ses enfants apaisera la situation. Il n'en est rien. Et elle finit par divorcer, découvrant alors la difficulté d'élever seule 2 garçons. En quelques années, la femme souriante qu'elle était devient plus dure, plus sombre. Elle occupe un poste de secrétaire dactylographe, un métier simple mais qui lui assure des revenus suffisants pour subvenir seule aux besoins de ses fils, leur père ne participant financièrement en rien. Mais le travail accapare tout son temps, rendant sa vie amoureuse presque inexistante, la plupart des hommes se méfiant d'une femme divorcée avec 2 enfants à charge. Alors, de qui cette femme, en apparence seule, est-elle enceinte pour la 3e fois? Pendant ce temps, l'enquête sur le meurtre des 2 frères continue de s'épaissir. Une photographie prise sur les lieux du crime révèle un détail capital. Une empreinte de chaussure, minuscule, correspondant à une pointure d'enfant ou de femme à petits pieds. Un homme adulte est écarté d'office, l'étranglement ayant nécessité une force que seul un adulte pouvait exercer. Il ne reste donc qu'une possibilité vertigineuse pour l'époque. Et si un tueur en série, une femme, sévissait en pleine Union soviétique? Les enquêteurs interrogent les proches des victimes sur la pointure de leur mère. Mais Elena chausse une taille bien plus grande et plaisante même en disant qu'avec des pieds aussi petits, elle en ferait un complexe. Dans toute la ville, seules 3 femmes adultes possèdent une pointure aussi réduite. L'une est gravement malade, l'autre dispose d'un alibi solide. La 3e vient de fêter ses 93 ans. Impasse totale. Jusqu'à ce qu'un enquêteur, lors d'une réunion, plaisante en comparant cette empreinte à celle d'un Lilliputien. Silence de mort dans la salle. Un cirque régional était justement de passage en ville récemment, avec dans sa troupe plusieurs artistes de très petite taille. Un officier se rend au spectacle, mais tous les artistes possèdent un alibi en béton. Le directeur du cirque, voyant sa déception, l'invite à rester assister au spectacle, sans savoir qu'il vient de lui offrir la clé de l'énigme. 1 an plus tôt, un jeune homme du nom de Razim Pachaïev était arrivé en ville, charmant immédiatement Elena. Grand, le regard vif, une chevelure noire abondante et la peau mate. Après une longue période de solitude, Elena se sent enfin heureuse. Les attentions, les cadeaux, les mots doux, tout l'emporte dans un tourbillon de passion. Résultat de cette liaison, une nouvelle grossesse. Mais les enfants de son premier mariage deviennent un poids pour organiser cette nouvelle vie amoureuse. Elle les envoie de plus en plus souvent chez leur père biologique, Vladimir, où les enquêteurs découvrent que les garçons restent livrés à eux-mêmes, dehors sans surveillance, l'aîné manquant régulièrement l'école. C'est peut-être là que le tueur a croisé leur chemin pour la première fois. En creusant le passé d'Elena, les policiers apprennent que Vladimir, rongé par la jalousie face au nouveau compagnon de son ex-femme, s'est remis à boire, clamant en état d'ivresse que ses sentiments pour elle n'avaient jamais disparu. Pour le prouver, il offre des cadeaux aux garçons.
des feutres pour l'aîné, des bretelles pour le cadet. Lorsqu'Elena évoque ses présents devant les enquêteurs, elle fond soudain en larmes. Le jour de la disparition, elle avait justement habillé son plus jeune fils avec ces fameuses bretelles offertes par Vladimir. Un détail qui prend tout son sens quand les policiers se souviennent d'un morceau de tissu étrange retrouvé sur les lieux du crime. L'arme du crime venait d'être identifiée, les bretelles elles-mêmes. Lors d'un interrogatoire, Elena révèle que Razim s'était montré furieux en apprenant que ces cadeaux venaient de son ancien mari, exigeant même qu'on les jette. Selon ses propres mots, Razim n'aimait pas qu'on évoque son ex-mari et détestait les enfants issus de ce précédent mariage. Un mobile potentiel se dessine enfin pour ce jeune homme au tempérament, on l'apprend, particulièrement impulsif. Les enquêteurs, réticents à bouleverser davantage une mère déjà brisée, obtiennent malgré tout un mandat de perquisition. Le suspect n'est autre que le nouveau compagnon d'Elena qu'elle avait étrangement caché aux enquêteurs jusque-là. Après des heures de fouilles infructueuses, ne trouvant que de vieux vêtements, des magazines et de l'électroménager dans une armoire, un policier remarque, juste avant de repartir, un simple cahier d'écolier posé sur une table, ce qu'il découvre en l'ouvrant le glace. Chaque page contient une ébauche de plainte à la police, rédigée de la main d'Elena elle-même, décrivant les violences infligées par son compagnon envers elle et ses fils. Le soir, elle rédigeait sa plainte. Le matin, elle lui pardonnait, s'accrochant à l'image d'un homme charmant. Mais le portrait qui se dessine devant les enquêteurs est celui d'un homme irritable, égoïste et violent, capable du pire. Pourtant, le jour même du meurtre, Razim se trouvait à son poste de travail et ses collègues confirment qu'il n'a jamais quitté l'atelier. Il n'est donc pour rien dans ce crime. Alors qui a tué ces deux petits garçons et pourquoi ? Aucune agression sexuelle n'est constatée sur les corps, orientant les enquêteurs vers un mobile bien plus personnel. Cette hypothèse se confirme quelques jours plus tard, lorsque des cueilleurs de champignons découvrent, non loin de Koursk, le corps d'une fillette étranglée. La victime est la fille d'une caissière de guichet, Svetlana Vedenieva. La petite Sonia, 6 ans, avait disparu pendant une promenade, sa mère ayant, selon ses propres mots, détourné le regard une seule minute. Svetlana, comme Elena, se trouve aussi au 9e mois de grossesse. Un détail qui met la puce à l'oreille des enquêteurs. Et si le tueur s'en prenait spécifiquement aux enfants de femmes enceintes ? Mais où un tel prédateur croiserait-il ses victimes ? Réponse évidente, dans les salles d'attente des consultations prénatales, là où se croisent justement toutes ces femmes. Svetlana se souvient alors qu'un homme l'avait abordée dans le couloir de la consultation quelque temps plus tôt, et qu'elle avait repoussé ses avances, étant mariée et enceinte. L'homme s'était montré insistant, mais elle n'y avait plus repensé jusqu'au meurtre de sa fille. Il est rapidement localisé et interpellé le soir même chez Svetlana, où l'attendait déjà la police. Il avoue avoir perdu la tête par amour et dans un accès de rage après avoir été repoussé, avoir enlevé puis tué la fillette. Reconnu irresponsable pénalement, il est interné en hôpital psychiatrique. Mais il n'a rigoureusement aucun lien avec le double meurtre des deux frères. L'enquête semble à nouveau dans l'impasse, jusqu'à ce qu'un détail resté inaperçu jusque-là refasse surface. Exactement 4 mois avant le drame, Elena et Razim s'étaient mariés en secret, un mariage célébré volontairement juste avant le Nouvel An. Pourquoi une telle précipitation et pourquoi l'avoir caché à tout le monde, y compris aux enquêteurs ? On apprend que Razim entretenait déjà une liaison avec une autre femme, plus jeune, elle-même mère de 2 enfants et propriétaire de son logement. Il confiait régulièrement à ses proches que le quotidien avec les enfants d'Elena l'étouffait, qu'un homme comme lui ne devait pas élever les enfants d'un autre. Lorsque les médecins annoncent à Elena qu'elle attend une fille, Razim, qui espérait un héritier, s'éloigne encore davantage, multipliant les disputes et les infidélités. Mais Elena refuse d'abandonner, certaine, envers et contre tout, que son mari lui restera fidèle à sa manière, quel qu'en soit le prix. Les enquêteurs se tournent alors, une nouvelle fois, vers Elena elle-même. Les interrogatoires sont repoussés à plusieurs reprises en raison de son état de grossesse difficile. Puis, une nuit,
une femme appelle en pleurs le commissariat, affirmant que son mari vient de la quitter. L'agent de garde s'apprête à raccrocher, la police ne traitant pas les affaires de cœur, quand la femme donne son nom de famille, Pachayeva. Elle souhaite passer aux aveux complets. Au commissariat, Elena raconte tout. Tout est parti de son amour obsessionnel pour Razim, un amour tel qu'elle était prête à tout pour le garder, y compris face à l'arrivée d'une rivale plus jeune. Ses fils du premier mariage devenaient un fardeau grandissant aux yeux de son compagnon, jusqu'au jour où il lui aurait posé un ultimatum avant de partir travailler. À son retour, il ne voulait plus les voir. Il faisait probablement référence à un transfert des garçons chez leur père. Mais Elena, rongée par le désespoir, a pris ces mots au pied de la lettre. Elle annonce alors à ses fils qu'ils partent en promenade cueillir des perce-neige. Elle les habille avec soin. De nouvelles bottines pour l'aîné, une belle veste et des bretelles neuves pour le cadet. Les enfants, ravis, la suivent en riant, bercés par les histoires qu'elle leur raconte en chemin, se sentant parfaitement en sécurité auprès de leur mère. Dans les bois, elle retire les bretelles du plus jeune et étrangle ses deux fils l'un après l'autre. Face aux enquêteurs, au début, Elena affiche un chagrin qui semble sincère, retardant un temps les soupçons à son égard. Mais la vérité finit par éclater. Reste cette dernière question qui obsédait tout le monde depuis le début. À qui appartenait cette fameuse petite empreinte? Pour toute réponse, Elena retire sa chaussure devant les enquêteurs et montre ses chaussettes, bourrées de coton pour combler la pointure. Son pied est effectivement petit, mais elle ne possédait que très peu de chaussures adaptées, et c'est l'une d'elles qu'elle portait ce jour funeste. Sa grossesse et son état psychologique instable en font une suspecte à part entière. Craignant qu'elle ne revienne sur ses aveux, les policiers décident d'enregistrer l'interrogatoire. Dès le lendemain, toute la ville apprend la vérité. Les voisins et les collègues sont sous le choc, révoltés. Une foule en colère se rassemble et Elena doit être escortée sous haute protection jusqu'au lieu du crime pour la reconstitution. Lorsqu'elle mime, devant les témoins obligatoires, la manière dont elle a étranglé ses fils, deux femmes présentes s'évanouissent, l'une après l'autre. On doit l'évacuer en urgence pour sa propre sécurité. Sa sœur tentera plus tard de la défendre, expliquant qu'aucune femme n'imagine pouvoir agir ainsi, mais que l'amour, une fois qu'il s'installe, peut pousser n'importe qui à l'irréparable. Devant le tribunal, Elena ne verse pas une seule larme en racontant les faits, sauf une fois. Le jour où elle croise, dans un couloir du commissariat, Razim, accompagné de sa nouvelle compagne, tous deux convoqués comme témoins. En la voyant, l'homme crache par terre et détourne le regard. Devant les juges, Elena explique simplement qu'elle voulait être heureuse, mais que selon elle, ce bonheur ne résidait pas dans ses propres enfants, plutôt dans un homme qui la frappait et la trompait. Elle reproche à ses professeurs et à ses parents de ne jamais lui avoir appris à construire une relation saine, et blâme ses maris successifs de ne pas lui avoir offert le niveau de vie qu'elle espérait, alors qu'elle gagnait pourtant correctement sa vie. Convaincue que tout le monde autour d'elle porte une part de responsabilité sauf elle-même, elle n'exprime pas le moindre remords. Sa grossesse avancée lui permet d'échapper à la peine capitale. Le tribunal la condamne à 15 ans de réclusion. Elle donnera naissance à sa fille en prison, puis à une autre après sa libération, issue d'un 4e mariage. Aujourd'hui encore, Elena vit à Koursk, affirmant ne garder aucun souvenir de son crime qu'elle attribue à un traumatisme crânien infligé par un mari violent. 2 affaires, 2 continents, 2 décennies d'écart, et pourtant la même leçon terrible. Le vrai danger, parfois, ne porte pas de masque et ne se cache pas dans l'ombre d'une ruelle. Il partage le même toit, le même repas, le même lit que ses victimes. Et vous, quelle est l'affaire qui vous a le plus marqué entre ces 2 histoires ? Dites-le moi en commentaire, et si ce récit vous a tenu en haleine jusqu'ici, une autre affaire tout aussi glaçante vous attend juste à côté.